Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, rencontre du ministre de l'Énergie avec les notables de la région. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Europe, le Covid-19, face à la hausse du nouveau cas du Covid-19, plusieurs pays européens prennent des nouvelles mesures. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le président de la République, à son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à l'avènement du Nouvel An musulman, forme le vœu davantage de bien-être, de développement et de prospérité à ses compatriotes. Ainsi, je forme l'espoir que l'an musulman soit source de plus grandes opportunités et perspectives positives pour chaque Djiboutien et chaque Djiboutienne, a souhaité le chef de l'État. Je forme l'espoir qu'il soit également propice à un accès encore plus important des franges les plus modestes de notre société aux bienfaits des fruits du développement entrepris, a-t-il poursuivi. Dans ce vœu à la nation, le président Guelleh, qui a eu une pensée particulière à ses concitoyens en proie aux difficultés et à la maladie, a surtout émis l'espoir que le nouvel an musulman soit un creuset propice à l'affirmation d'une solidarité patriotique encore plus soutenue et plus prononcée sous nos cieux. Puisse Dieu raffermir les valeurs de fraternité, d'entraide, particulièrement répandues chez nous, afin que les Djiboutiens continuent toujours d'appréhender les plus grands défis et les aléas de la vie sous le signe de l'unité, de la cohésion et de l'épreuve à partager, a-t-il imploré. Et le président de la République a dit Dieu tout le puissant d'assister à notre nation, entre autres, puisse Dieu de notre sainte religion la persévérance et la foi propice à la poursuite de nos efforts, le bien-être et l'épanouissement de tous nos compatriotes. Fin de citation. Et je vous le disais dans le titre, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, accompagné par le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, et celui de l'Environnement, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, sultan de Gobad, Habib Mohamed Aloïta, le Aïtab, dit Habib Boko, du préfet de la région d'Ikil, du président du conseil régional, ont effectué hier une visite d'inspection à la centrale solaire d'Assaïla, située dans la région de Dikil. De l'arrivée à Assaïla, la délégation ministérielle a été accueillie par les responsables de centrale solaire et ses proches collaborateurs. Le ministre de l'Énergie et ses collègues ont reçu les explications du responsable de centrale solaire d'Assaïla. Les responsables de cette centrale solaire d'Assaïla ont fait part au ministre de l'Énergie et ses collègues que les consommations de l'énergie et les familles de cette localité ont significativement augmenté. Le ministre de l'Énergie a indiqué que l'augmentation de la capacité de cette centrale est en cours de programmation, mais il conditionne d'abord que la population de cette localité puisse prendre soin déjà de cette centrale et de préserver son utilisation à bon escient. Younis Ali Guedi, ministre de l'Énergie, a souligné que l'électrification de nos villages figure parmi les priorités du gouvernement, puisqu'il s'agit d'une condition sine qua non au développement économique et social des localités reculées de notre pays. Rappelons que cette centrale solaire a été inaugurée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed le 11 juillet 2019 dernier. La centrale solaire d'Assaïla produit d'environ 150 kW d'énergie électrique afin d'alimenter ce village. Elle est la plus grande centrale solaire construite en milieu rural. Des petites capacités qui normalement devraient suffire pour le village d'Assaïla et que nos concitoyens du village normalement devraient avoir une électricité abondante qui fonctionne 24h/24 avec des matériels qui ne sont pas énergivores à basse consommation dans la maison. J'ai dit à basse consommation parce que cette centrale a été conçue pour alimenter les matériels les plus nécessités dans le foyer. Des lampes, des prises ou un petit réfrigérateur ou une télé. Mais la situation a changé. Le village d'Assaïla s'est agrandi et nos concitoyens ont voulu avoir plus de matériel électrique dans leur foyer, c'est normal. C'est l'économie et la modernité qui ramènent cet art de vivre. Les gens ont plus besoin de vivre confortablement. Nous sommes conscients et nous nous sommes approchés de nos concitoyens pour pouvoir solutionner, pour qu'ils aient une énergie pérenne, une énergie qui fonctionne 24h/24. Eh bien, le
Younis Ali Guedi s'est rendu par la suite à la résidence du chef de village d'Asserela, situé dans la région de Dikil. L'objectif de cette visite s'inscrit dans le cadre des politiques de proximité auprès des populations afin de discuter, échanger et s'imprégner de la situation de la population de cette localité, mais surtout pour écouter et recueillir les préoccupations, inquiétudes et aspirations des populations dans le domaine de l'énergie. La délégation était composée du ministre de l'Intérieur, Moumi Ahmed Cheikh, du ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, du sultan de Gobaad, Habib Mohamed Louïta, dit Habib Boko, le préfet de la région de Dikil, Adan Darar Moussa, et le président du conseil régional, Abdelrahman Younis Arrey. À son arrivée à Asserela, la délégation conduite par le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a été accueillie par les Okal, les localités d'Asserela, et les représentants de la jeunesse, des associations des femmes. La population d'Asserela a ainsi réservé un accueil chaleureux à la délégation conduite par le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, ainsi qu'à ses collègues. Une rencontre d'échange et de discussion s'est déroulée à la résidence du chef du village de Asserela entre la population de la localité et la délégation conduite par le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi. Les discussions portaient essentiellement sur le constat fait par les techniciens du ministère de l'Énergie sur l'augmentation des consommations d'énergie dans ces villages et la meilleure façon de réguler la consommation. Lors de cette rencontre, il a été question également de sensibiliser à la population de cette localité de prendre soin du centrale solaire. La délégation a ainsi recueilli les doléances et les différentes questions et suggestions formulées par la population de cette localité. Ainsi, le président du conseil régional et le préfet de la région d'Ikil ont tour à tour souhaité la bienvenue à la délégation ministérielle conduite par le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi. Santé à présent, une prouesse médicale. L'hôpital militaire a abrité aujourd'hui une première nationale. Il s'agit de la confection d'une fistule artério-veineuse. Cette opération, qui sera désormais réalisée de manière gratuite, sera à la portée de tous les malades atteints d'insuffisance rénale. C'est le chirurgien thoracique et cardiovasculaire de la police nationale, le commandant Abdallah Mahboub, qui sera chargé d'effectuer ces opérations. Chaque jour qui passe, l'hôpital Hassan al-Bashir poursuit inlassablement sa croisade afin de traiter les personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique. Une nouvelle méthode appelée fistule artério-veineuse, autant de bonnes nouvelles et de succès pour tant des familles djiboutiennes soulagées parce qu'elles ne seront plus obligées de quitter le pays, car toutes ces pires en charge ainsi que les plateaux techniques sont dorénavant disponibles et placés sur place et gratuitement. Fistule artério-veineuse au niveau du bras pour nous permettre d'accéder au sang du patient et lui faire une hémodialyse de bonne qualité. Jusqu'à ce jour, à Djibouti, ces actes étaient réalisés par le chirurgien de la coopération cubaine et elles prenaient un temps énorme. Nous sommes aujourd'hui très fiers car nous avons pour la première fois dans notre pays un collègue, le docteur Mahyoub Abdallah, médecin commandant de la police, qui est spécialisé en médecine, en chirurgie cardiovasculaire et thoracique. La disponibilité de cette nouvelle offre thérapeutique dans notre pays, pour nous néphrologues, nous réjouit énormément. Elle nous réjouit énormément parce qu'elle va permettre à nos patients d'avoir sur le sol djiboutien une chirurgie de qualité. Eh bien, je vous le disais, toutes ces opérations lourdes, coûteuses et nécessitant une expertise confirmée n'étaient pas envisageables à Djibouti il y a encore quelques années. Mais ces choses faites à Djibouti aujourd'hui, les choses ont vraiment changé depuis, à l'exemple de cet homme qui a subi une fistule artério-veineuse. Écoutons le commandant de la police. Je suis là aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce à une politique qui a été mise depuis environ 7 ans. Je remercie pour cela le colonel Abdoulaye Abdi Farah qui a souhaité que je sois formé dans cette spécialité. Et ceci, c'était en coordination et en accord avec le président de la République afin de subvenir aux besoins nationaux dans la chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Donc, comme vous savez, la chirurgie thoracique cardiovasculaire, c'est une chirurgie qui est large, dont les champs d'intervention sont essentiellement les vaisseaux.
le thorax et la chirurgie cardiaque, notamment les malformations cardiaques des enfants et les cardiopathies acquises chez l'adulte ou chez l'enfant quand il s'agit de rhumatisme articulaire. Donc aujourd'hui, nous avons commencé une première coopération et une collaboration avec les services de santé des armées et avec la contribution du ministère de la Santé qui vont nous envoyer les patients et ces patients seront dorénavant opérés à l'hôpital militaire. Dans un premier temps, nous allons commencer par les patients hémodialysés qui bénéficieront d'une fistule artério-veineuse afin de pouvoir faire l'hémodialyse. Et ceci se réalisera d'une manière gratuite. Nous avons reçu des instructions claires du président de la République via le colonel Abdoulaye Abdi de consulter ces patients, de les opérer à l'hôpital militaire et de le suivre après gratuitement. Et je pense qu'ils ont beaucoup de chance, ce qui ne se fait pas ailleurs dans le monde. En dehors de ça, le projet ultime à venir que nous souhaitons développer avec le service des armées, service de santé des armées, et en collaboration avec la santé, de pouvoir monter un service de chirurgie cardiaque dans notre pays. Écoutons à présent le colonel-major Ahmed Hassan Boulaleh. En tant que responsable des services santé des armées, c'est un grand honneur de collaborer avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur par le biais de la police nationale. Donc c'est une chance d'avoir un chirurgien sur place, un chirurgien vasculaire. Comme il avait déjà dit le spécialiste et le néphrologue Dr Daher, il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin, les gens qui avaient le moyen de se déplacer à l'extérieur pour faire les fistules artério-veineuses le faisaient. Les pauvres qui ne pouvaient pas se déplacer, ils étaient obligés de subir la dialyse par les voies centrales directes et avec tous les risques qu'il y a. Et donc, dès que Dr Mayoub est revenu, on avait discuté ensemble avec Dr Madian, Dr Daher et le colonel Abdoulaye Abdi. Et donc, par la suite, nous nous sommes donc parlé à cette opportunité à notre chef d'état-major général des armées, le général Zekaria, qui a tout de suite donné son accord pour qu'on offre le plateau technique gratuitement à partir de maintenant à tous les gens qui auront besoin de cette opération artério-veineuse, les hémodialysés. Tout à fait autre chose. Comme le reste des pays du monde islamique, la République de Djibouti a célébré aujourd'hui, à l'occasion du Nouvel An musulman 1442 hégérienne. En cet important événement historique, les musulmans du monde entier se souviennent de l'émigration bénie du prophète Mohammed, que paix et salut soient sur lui, à Médine, où il a établi le premier État islamique. À cet égard, les ulémas du pays ont souligné l'importance tangible du calendrier hégérien, car c'est un outil qui aide les musulmans à déterminer les dates du culte. Ils ont également indiqué que la date Hijra est un symbole et identité de l'histoire islamique, car les grands événements historiques islamiques sont liés au mois Hijri. Dans une déclaration à la télévision nationale, les ulémas ont parlé de l'importance d'utiliser la date hégérienne qui a été initiée par l'imam Omar ibn Khattab, que paix et salut soient sur lui. Ils ont également profité de cette occasion pour adresser leurs vœux au président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, à la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mahmoud Haïd, ainsi qu'au peuple djiboutien à l'occasion du Nouvel An hégérienne 1442. On demande à Dieu, ont-ils dit, tout-puissant, de perpétuer la sécurité et la stabilité dans notre pays. Direction Obok, où la ville d'Obok a célébré hier la journée africaine de l'état civil organisée par le ministère chargé de la décentralisation en partenariat avec le conseil régional d'Obok. À cette occasion, le ministre Hamadou Mohamed Aramis s'était fait représenter par l'événement par son secrétaire général Mohamed Issa Farraj, qui a prononcé un discours mettant en exergue l'importance de cette journée, rappelant que la ville d'Obok et du conseil régional d'Obok, l'initiative du ministre Hamadou Mohamed Aramis, de centralisation de cette première commémoration de la journée et son choix d'organiser à Obok
son département, rappelons-le, qui s'est déplacé à Obok. Il y a des représentants de la Direction générale de la population, de la famille, du ministère de l'Intérieur, de l'Institut national des statistiques de Djibouti, laquelle dépend du ministère de l'économie et des finances. Il s'agit bien évidemment de deux entités importantes concernées par la question de l'état civil et des statistiques de l'état civil. Puis le président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Ismaël, hôte de l'événement, s'est assuré quant à lui qu'il y a eu autour de la table de la réunion un aréopage des personnalités représentatives ainsi que de la société obokoise, élus locaux, représentants des services déconcentrés de l'État concerné par la question de l'État civil, de la société civile, des organisations des Nations Unies comme le HCR, des notables, du personnel centre médico-hospitalier, de l'armée, de la gendarmerie et de la police. De son côté, le préfet de la région d'Obok, Abdul Malik Mohamed Banota, a tenu lui aussi à mobiliser pour la réussite de cette célébration. Il a rappelé que les services déconcentrés, les sous-préfets, s'est donc investi dans l'événement aux côtés du président de la région. Dans l'histoire de la République de Djibouti, dans le sens où c'est une première journée que la République de Djibouti organise dans notre pays et la région d'Obok a été choisie à cet effet et ceci est un honneur pour tous les Obokois et nous les autorités aussi. Nous remercions infiniment le secrétariat d'État à la décentralisation et le gouvernement qui a choisi que cette journée soit célébrée ici à Obok. Les discussions auront un issue et un issue favorable, surtout pour la population, parce que si tout le monde est réuni ici, c'est pour un objectif commun, c'est pour que la population puisse bénéficier des actes de naissance dans les temps impartis par les textes en vigueur et toutes les améliorations qu'on pourrait apporter. Et dans ces cadres, nous avons la présence de la direction de la population et la DIZET pour coordonner, pour travailler main dans la main. Mohamed Issa Faraj, le secrétaire général au secrétariat d'État à la décentralisation, a prononcé un discours mettant en exergue l'importance de cette journée. Cette journée, a-t-il dit, instituée par l'Union africaine sur recommandation de la 4e conférence des ministres africains en charge de l'état civil, s'est tenue en novembre 2007, a-t-il rappelé, à Nouakchott, en Mauritanie. Et sa 3e édition au niveau africain, mais c'est la première fois qu'elle est commémorée par notre pays. L'intérêt principal de célébrer cette journée est que l'état civil est une question qui touche tant aux droits humains qu'aux conditions de la démocratie et d'un développement durable. Cet événement est organisé par le secrétaire d'État chargé de la décentralisation parce que celui-ci est l'organe de tutelle des collectivités locales. En tant que tel, il assure la responsabilité administrative de l'organisation du système de l'état civil. Il veille à son organisation et à son fonctionnement. Le choix d'Obok, on l'aura deviné, n'est pas anodin dans la mesure où la genèse du système d'état civil est intimement liée à l'histoire selon l'article 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Une étude réalisée en 2015 a démontré que 10% des enfants n'étaient pas enregistrés à la naissance à l'état civil. Partant, notre département a commandité des études sanctionnées par 3 rapports, dont le premier porte sur l'analyse des goulots d'étranglement du système d'enregistrement des naissances à Djibouti, le second consacré à l'actualisation de la loi sur l'enregistrement des naissances à Djibouti, toujours, et le dernier qui dresse l'état des lieux des centres d'état civil. Sport, pour clore l'actualité nationale, la fédération de Tekbal a lancé une formation pour les clubs de cette nouvelle
disciplines sportives. C'est sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse au sport que le Centre de développement communautaire de Quartier 7 a abrité une formation de tech-ball de 2 jours qui a bénéficié plusieurs jeunes par des jeunes formateurs, eux-mêmes formés préalablement par des experts internationaux. Cette nouvelle discipline sportive, cette discipline sportive qui se joue à single ou double avec un espace restreint sur un rassemblement de tennis à table légèrement courbé à son milieu. Ça pratique avec les mains, les pieds et la tête à l'aide d'un ballon semblable à celui du football. Entraîner ces jeunes et à leur tour, ces jeunes vont encore entraîner pour qu'il y ait des équipes. Et dans l'actualité internationale, au moins 45 migrants meurent dans un naufrage au Libye, au large de la Libye. C'est ce que a rapporté l'Human Press. Au moins 45 migrants réfugiés sont morts cette semaine au large de la Libye, dans le plus meurtrier naufrage de l'année, ont indiqué mercredi les Nations Unies à Genève. Les agences de l'ONU pour les réfugiés, l'UNHCR, et pour les migrants, l'OIM, ont indiqué dans un communiqué commun que les 37 rescapés secourus par les pêcheurs avaient expliqué qu'au moins 45 autres personnes étaient mortes lorsque le moteur de leur bateau a explosé au large de Zouara, en Libye. Les survivants, la plupart d'originaires du Sénégal, du Mali, du Tchad et du Ghana, ont été placés en détention après avoir été débarqués en Libye et ont ajouté les 2 agences onusiennes. Cette nouvelle tragédie porte au moins 450 le nombre de migrants et des réfugiés ayant péri en Méditerranée cette année. Mais le véritable chiffre des victimes, qui est inconnu, est certainement bien plus élevé d'après les agences. Et je vous disais dans le titre, face au Covid-19, les autorités italiennes ont averti la population des reconfinements localisés seront imposés si le taux d'infection au Covid-19 ne montre pas des signes d'amélioration. Le pays a enregistré 640 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, un nouveau record depuis le mois de mai, date de laquelle il est sorti lentement de l'un des confinements les plus longs du monde. En Angleterre, le test se multiplie pour avoir une meilleure idée de la propagation du virus. Les fêtes sont rapportées. À rappeler que les festivités seront totalement interdites. Ainsi, les rassemblements de plus de 9 personnes dans les lieux publics et privés. Ces nouvelles règles entreront en vigueur le 21 août prochain pour une durée de 10 jours. Et sport, pour clore l'actualité internationale, l'Olympique lyonnais s'est incliné mercredi à Lisbonne en demi-finale de la compétition européenne, 3-0 contre le Bayern Munich. À bord de la finale en favori, l'intermède européen enchanté de l'Olympique lyonnais a pris fin après avoir décelé le ROC Juventus du Turin, gravi le pic de Manchester City. L'OL n'est pas parvenu hier à franchir le cap du Bayern de Munich, sèchement battu en demi-finale de la Ligue des Champions par les Bavarois à l'efficacité imparable. 3-0, les coéquipiers de Houssem Ouara quittent la compétition aux portes de la finale. Les Bavarois affronteront le Paris Saint-Germain dimanche en finale. C'est la fin de cette édition et au nom de toute l'équipe de la rédaction, bonne année et bon week-end.